on est très content parce que tu es notre première interview ensemble. Ok. Donc voilà, ravi. donc on va commencer comme ça en disant qu'on a la chance et le plaisir et même l'honneur de faire notre première interview avec Sir Frédéric Rénal. Je suis ravi. Merci pour ton temps. Pour les plus jeunes d'entre nous, mais vraiment les plus jeunes. Bonjour les plus jeunes d'entre vous. Qui ne te connaîtraient pas, il doit en rester 2-3. Est-ce qu'en quelques mots tu pourrais te présenter? Nous on te connaît donc voilà. Alors, mais pour celles qui... alors ça c'est jamais un exercice facile, je vais faire par le côté peut-être le plus simple. Je suis programmeur de jeux vidéo, mais pas programmeur de jeux vidéo dans le terme moderne, programmeur jeux vidéo dans le terme des années 80-90, où un programmeur de jeux vidéo, il faisait aussi le game design, un peu tout dedans. C'est-à-dire qu'on pouvait faire des jeux, il y avait un programmeur, un graphiste. Pendant des années, ça n'a plus existé. Ça revient maintenant, mais quand on dit un programmeur de jeux vidéo, on imagine plus un programmeur dans une équipe, alors que programmeur de jeux vidéo des années 90, c'était quelqu'un qui a créé un jeu vidéo et qui le faisait lui-même. Donc voilà, c'est mon résumé. Sinon, je fais plein de trucs, des prototypes électroniques, des gadgets. J'ai besoin de tactile de plus en plus après avoir fait du virtuel toute ma vie et de fabriquer des objets et de toucher du bois. Mais sinon, non, voilà, ma définition principale, j'accepte le programmeur de jeux vidéo. Ce n'est pas réducteur du tout. Et c'est vrai que tu parles de programmeur au sens large du terme où tu fais un peu tout. Moi, quand je vois les boîtes là, Tu m'as fait les boîtes. Non, mais moi je pensais surtout à l'OST de Little Big Adventure. Il y a ici une des voix. Qui est une OST exceptionnelle, qui est pour moi une des plus belles OST du jeu vidéo encore maintenant. Écoute, c'est gentil, mais en fait, tout ça, c'est une question de chance et d'avoir été au bon endroit, au bon âge. En fait, ce qui fait que quand j'ai commencé les jeux, mon premier jeu, je l'ai sorti en 86. J'ai commencé à programmer en 81 sur un ZX81 avec 1 kg de mémoire. Et la techno, elle a avancé. Et LBA est tombé au début des jeux sur CD-ROM. Alors, donc, non seulement déjà c'était un jeu en haute résolution, 640-480, à l'époque c'était compliqué de faire 180, mais il y avait un CD, et sur un CD, qu'est-ce qu'il y avait? On pouvait mettre de la vraie musique de Philippe Vacher, avec des faits comme de la musique, on fait de la musique tout court, plus comme on faisait avant à essayer de coder. Avant les musiciens c'était des programmeurs, Bien sûr. Et d'ailleurs Philippe en fait partie aussi, mais après ça était de la vraie musique, et au passage on pouvait mettre des vidéos, des super séquences cinématiques, et on pouvait mettre plein de voix enregistrées. Et ça, effectivement, on s'est fait plaisir et on a eu, on a beaucoup de choses grâce au CD en termes de musique et de voix qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc c'est tombé à ce moment-là, c'était le 94 LBA, il est sorti le premier, celui-là, 97 celui-là. Et c'est vrai que le CD en arrivant d'un seul coup, c'était waouh, mais comment on fait avec autant d'espace? Et donc voilà, et ça permettait de pouvoir avoir de la vraie musique. De voir que des gens comme GIF qui filme actuellement, avoir encore ces boîtes, qu'est-ce que ça te fait quand les gens viennent te voir avec justement ça? Alors c'est étrange en fait, parce que forcément ça fait une nostalgie forcément de ça, mais en fait ce que ça me fait le plus, moi, c'est la nostalgie de l'équipe que j'avais. Et dans les années 90, quand tu avais un studio de jeux vidéo, il n'y avait pas d'école comme il y a maintenant. C'est-à-dire que tu ne demandais pas les diplômes de quelqu'un, voir ce qu'il faisait faire. Donc le mec il arrivait, que ce soit un graphiste ou un programmeur, j'ai une disquette, voilà ce que j'ai fait. Tu regardais, si le mec il savait aligner 3 pixels, si c'était un graphiste ou un programmeur, il montrait, voilà, j'ai fait un bout de démo avec un bout de scroll, de machin. C'est bon, tu es un programmeur, viens. Et en fait, voilà, vraiment ce que ça m'évoque le plus de voir ce genre de trucs-là, c'était comment travailler, comment tous les gens qui ont travaillé sur ce truc-là, ça a été un moment de leur vie aussi. C'est-à-dire je vois pas le produit fini quand je le vois. Je vois les 2 ans à chaque fois qu'il a fallu de développement. Et on n'était pas beaucoup, on était 12 pour celui-là, on devait être 18 pour celui-là. Et donc voilà, c'était les AAA de l'époque, c'était des petites équipes et on était tous des passionnés avec tous envie de bien faire. Et c'est peut-être ça, que ça m'évoque le plus, c'était cette époque-là. Donc ça tombe bien, c'est le thème du festival Geekfest cette année, c'est les années 90. Et là, on est vraiment en plein dedans avec le début de bascule. Parce que quand on regarde les jeux d'avant, des années 90, c'était tout en 2D, pas beaucoup de couleurs, etc. Et là, pendant les années 90, on est passé de vieux jeux en 2D à des jeux en 3D, la PlayStation à la fin, il y avait même la Dreamcast et la PS2 à la fin des années 90. On a vraiment là, il y a eu 10 ans d'une évolution qui a été à une vitesse absolument hallucinante.
et qui pour les programmeurs c'était juste le bonheur parce que ça offrait plein de possibilités, plein de trucs à créer. Et donc voilà, donc c'est vraiment une époque absolument magnifique. Ouais. Quel regard porte l'homme, le passionné, le professionnel du jeu vidéo sur son évolution? Oh là, mais je suis passé par plein de phases. Parce qu'il y a eu plein de phases en fait dans les jeux. Je me souviens moi des discussions avec quelques-uns de mes collègues et tout de l'époque. Par exemple vers les années, on va dire peut-être 2005-2010 où l'industrie s'organisait. Voilà, je dis le mot industrie en plus. Et puis on s'est dit, on en parlait avec certains, c'est bon, on n'a plus rien à faire là. Nous justement, on est des programmeurs de jeux vidéo, on va dire à l'ancienne. Et maintenant, il n'y a plus que des grosses équipes de 50 personnes, etc. Et du coup, c'était, mais voilà, les jeux comme ça me plaît moins. Les jeux industriels, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien, attention, mais c'était un autre esprit. Et en fait, après, c'est revenu parce que même si Internet, on peut dire c'est début 2000, en fait, Internet chez les gens, mais c'était pas encore l'Internet qu'il y a maintenant, ou avec tous les indés qui ont pu arriver. Et du coup, 2-3 copains qui faisaient un jeu chez eux pouvaient avoir une visibilité mondiale et faire on peut prendre Minecraft par exemple comme meilleur exemple. Il y en a plein après de petits jeux comme ça. Et du coup, oui, ça m'a un peu peut-être réconcilié avec cette évolution où je me disais, oula, mais qu'est-ce que ça devient? Et donc maintenant, on a des trucs, comme au cinéma un peu, hein, pareil, hein, ou même, je pense, la littérature, je connais moins bien ce domaine, mais je pense un peu pareil. Il y a tu fais un GTA, il y a 1000 personnes, ça coûte 200 millions, j'en sais rien, c'est juste du délire. Mais à côté de ça, tu continues d'avoir plein de petites perles indées qui sortent, et avec des mecs qui font leur trou avec un budget de non pas zéro, mais enfin bon, 3 pizzas et 2 bières. Et qui font des malheurs. C'est quoi le truc de vampire là où tu tires dans tous les sens qui est sorti il n'y a pas longtemps? Le mec il a un méga succès, etc. Moi ça je trouve ça génial. Et là ça fait que voilà, cet univers m'excite toujours autant. Parce que voilà, mais il n'y a pas que les blockbusters, il y a le cinéma indépendant avec des auteurs qui vont faire un truc super bizarre, un peu décalé, et puis ça va marcher juste parce que je suis sûr qu'il y en a plein. Aucun éditeur voudrait de leur jeu en disant mais c'est quoi ton truc? Mais les gens ils aiment, ils ont envie, et il peut y avoir une récompense du public. Donc c'est ça un peu l'intérêt de tous ces réseaux sociaux et tout ça qui font un peu pas mal de mal aussi à la société, mais en même temps aussi beaucoup de bien par répandre, donner de la visibilité à des gens qui n'en auraient jamais eu sans ce média. Et ça, c'est juste du coup absolument extraordinaire. Et puis après, au niveau techno, je parle même pas de ça, parce que là, c'est encore un autre problème. Parce que autant, pendant des années, c'était encore à cette époque-là, arriver à faire un jeu, il y avait plein de challenges. Pour tout le monde, hein, les graphistes, les musiciens, et les codeurs aussi, les programmeurs qui essayaient de faire plus, d'arriver à faire des choses. C'était très compliqué en fait de faire tous ces trucs-là. Maintenant, avec toutes les technos qu'on a, c'est beaucoup plus facile. Mais ça ne veut pas dire que faire un jeu est plus facile, parce que autant à cette époque-là, on était obligé, quand on avait une idée, en disant voilà, mon jeu, je sais qu'à la fin, il va ressembler à ça, il va marcher comme ça. On développait tout vers ce sens-là. Maintenant, quand on utilise des super outils qui font tout, il faut faire extrêmement attention quand on a une idée de jeu à ne pas se perdre. Parce qu'on peut tout faire et puis après d'un coup tu dis « Ah ben, si je rajoutais ça, si je rajoutais ça ». Non, le game design par opportunisme, ça ne marche pas. Et c'est ça peut-être qui est le plus dur maintenant, c'est-à-dire qu'on peut tout faire. Et même quelqu'un tout seul peut faire des trucs qui sont impressionnants en termes de quantité de boulot à l'arrivée. Mais il faut savoir après rester focus. Donc ça a créé d'autres disciplines, d'autres façons aussi de créer des jeux. Et là, c'est sûr que c'est voilà, l'évolution, la technologie a tiré les jeux pendant très très longtemps. C'est moins le cas maintenant, mais quand même, il y a quelque part, on continue de se battre contre la techno pour en faire ce qu'on veut. Donc voilà, donc je trouve ce monde absolument extraordinaire. Moi, je voudrais qu'on parle de quelque chose dont on a souvent parlé. Si je te dis Alone in the Dark, Resident Evil. Mais écoute, ouais, non, mais j'en parle. Il y a des années de ça, tu m'aurais demandé ça il y a 10 ans ou 20 ans avant que Shinji Mikami dise ce qu'il a dit. En fait, je m'en foutais. C'est-à-dire qu'en gros, quand c'est sorti Alone, il faut voir qu'on était à une période, il n'y avait pas Internet. Donc une fois qu'on avait lu une review dans la presse, ouais, super, 19 sur 20 et tout, ouais, suivant. Moi, quand on faisait LBA, Alone in the Dark, mais j'en avais rien à faire. C'était le jeu d'avant. Il était pourri. Il y avait le nouveau jeu qui était 10 fois mieux. Et on pensait même pas encore au prochain qui serait encore 10 fois mieux. Et on oubliait très très vite. Et puis après, petit à petit, ben voilà, le monde est venu. Donc quand Resident Evil est sorti, cependant en 95, un truc comme ça, ou 96, et donc j'ai vu ce jeu-là, j'ai fait ah ouais, quand même les mecs ils se sentent bien, j'allais dire bien pompés. C'est pas tout à fait exactement comme ça que ça s'est passé.
Mais il y avait des énigmes pareilles, enfin, la façon de voir le jeu, c'était la même chose. Et j'ai fait, ben voilà, je sais qu'à Infogrames à l'époque, eux, ça leur avait pas du tout plu, qu'il y a eu des histoires un peu bizarres et tout, mais à un moment, il n'y avait pas de problème. Ah bon, ok, il n'y avait pas de problème. Le mot d'ordre, c'était l'équipe de Resident Evil n'a jamais vu le jeu. Bon, ok, ils n'ont jamais vu le jeu, mais j'en avais rien à faire. Après, voilà, c'était comme ça que le monde marche et tout. Et quand Shinji Mikami a quitté son contrat avec Capcom, dans le mois qui a suivi, j'admire ce mec, respect, monsieur Shinji Mikami, de son honnêteté, où il a eu besoin de dire, je voudrais remettre les choses en place, que Resident Evil, c'était parti pour être un FPS de base, enfin de base, peut-être très bien, mais... Et tout le monde dans l'équipe a vu Holon et on voulait faire un Holon. Quand tu vois cette honnêteté-là, de nos jours, voilà, j'ai un respect immense pour ce mec-là et je ne vais pas aller lui dire tu me vois quelque chose ou quoi que ce soit. Non, on a tous fait ça. On s'inspirait à chaque fois des jeux d'avant en essayant de faire mieux. Ça a l'air bien, je vais essayer de faire mieux. On l'a tous fait de cette manière-là. Mais du coup, voilà, qu'il puisse dire un truc comme ça, voilà, c'est un respect complet. Je suis admiratif de l'honnêteté. Et voilà, donc je ne l'ai jamais rencontré encore. Hein. Shinji, si tu m'entends, ça sera avec plaisir. Et Mikami-san, pardon. Et donc voilà, à l'arrivée, je trouve que c'est une belle histoire et que c'est sympa. De toute façon, il n'en voulait plus beaucoup, maintenant il continue, ça y est, c'est devenu une franchise et il y a un peu tout qui sort, quoi. C'est pas c'est les jeux que faisait lui à l'époque, ou pareil, lui, il est de cette époque-là où les jeux, on avait envie de les faire avec peut-être plus nos tripes, plus notre sang et notre sueur. Ah ouais, non, c'était un vrai parcours du combattant. Bon, ça l'est toujours, hein, ceci dit, parce qu'un jeu le plus dur, c'est facile de l'imaginer. C'est très facile de le commencer, c'est très difficile de le finir. Et ça n'a pas changé, ça. Hein. Tu tends une perche super, parce que tu parles des jeux d'avant, tu parles des jeux d'après. Je suis obligé de te parler du projet Twinsen Little Big Adventure. Ouais. Alors Mais alors, il y a la boîte 2.21 qui bosse sur des versions différentes. Alors effectivement, ça ne sera pas LBA 3 qui était compliqué, disant tu fais pas un 3D 20 ans après ou 30 ans, peut-être même 30 ans, ouais. 90-2024, ouais, ça a fait pile 30 ans. Et en fait, donc là, ils bossent sur une sorte de remasterisable. Enfin, vous verrez, je ne sais pas trop ce que j'ai le droit de dire, mais c'est LBA tout en étant très différent. Sur le Discord. Ouais, vous suivez, d'accord, donc vous avez vu les visuels et des machins, donc c'est vraiment une remise à jour. Mais il y a plein de choses différentes dedans, hein, en fait. Hein. Ouais, non, c'est vraiment bien ce qu'ils font. Hein. Donc voilà, donc LBA n'est pas mort et va continuer d'exister en espérant que ces remake, remaster, je ne sais même pas si on peut l'appeler comme ça, tellement il y a des trucs qui changent dedans. Tout, c'est pas le même gameplay, c'était un gameplay... Ah oui, tiens, on pourra parler de ça parce que les problèmes de gameplay dus à l'époque sont incompréhensibles pour des jeunes de maintenant. Et donc là, ça sera un truc complètement moderne qui va permettre peut-être à des gens de maintenant de redécouvrir parce qu'on ne peut pas jouer à ces jeux, que ce soit Alone in the Dark ou les LBA, et Time Commando aussi qui a été fait à la même époque, c'est des jeux qui se jouaient au clavier. C'est-à-dire qu'en gros, quand j'étais sur PC que j'ai attaqué Alone, il n'y avait pas de joystick, il n'y avait pas de truc comme ça, donc il fallait trouver un moyen de se déplacer, d'où le principe de faire le système de camion, c'est bip, 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 je recule et tout. Et on ne pouvait pas faire autrement. Et même la PlayStation, et ça même les gens ont oublié, le premier Resident Evil, la PlayStation, elle avait qu'un pad seulement, la croix directionnelle, ça marchait pareil. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, les jeunes, ils découvrent ça, ils voient un jeu, et c'est le pire, c'est encore pas pour LBA, parce qu'il a un look à part entière qui est toujours viable, entre guillemets, c'est un peu vieillot quand même, mais Alone fait extrêmement vieux, et quand il y a des jeux qui disent mais pourquoi ce jeu a fait autant de bruit, sachant que c'est une merde d'ergonomie, une merde de plein de trucs de gameplay où on ne fait plus comme ça, et puis parce que visuellement, c'est un journaliste qui m'a dit ça un jour, il dit mais tu sais qu'en fait Alone in the Dark, c'est le premier jeu qui ressemble à tous les jeux de maintenant. Et j'ai fait ah merde, et c'est d'où son problème. T'arrives sur machin, le fait qu'il fait c'est moche, c'est nul à jouer, il y a des trucs de gameplay, on se demande pourquoi ils ont fait ça, mais parce qu'on cherchait, on savait pas, d'un seul coup je vais faire un jeu d'aventure en 3D avec des bonhommes, mais il fallait tout redécouvrir, comment on fait, comment on ramasse des objets, comment on interagit de manière absolument générale, avec plein d'erreurs. C'était pas des erreurs, puisqu'il a eu le succès à l'époque, mais vu de maintenant, c'est des trucs qui sont incompréhensibles. Mais pourquoi ils ont fait ça comme ça? Mais c'était une évolution déjà de par rapport à avant.
et on explorait et on découvrait et on ne pouvait pas avoir les gameplays qu'on a avec les joysticks de maintenant, puisqu'il n'y avait pas aussi les deux sticks analogiques qui changent beaucoup de choses après dans la façon d'appréhender. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de bizarre. Et c'est parce qu'autant un vieux tableau, un vieux truc, tu le regardes, tu fais bon mais ok les styles ont changé, mais tu fais ah ouais ça c'est une œuvre d'art. Le jeu tu le prends, tu fais mais pourquoi cette merde a marché? Mais non, mais il fallait être né ou pas longtemps après pour comprendre les sauts technologiques à chaque fois et l'évolution de visuel et de gameplay qu'on a fait. Parce que vu de maintenant, c'est... pareil, les premiers Tomb Raider, j'ai pas joué depuis l'époque, mais je suis sûr qu'en y jouant, mais surtout que c'était avec la croix aussi. Ah oui, mais non, là c'était en caméra qui bougeait tout. Donc c'était déjà plus facile que les caméras fixes. Mais on faisait pas de caméra fixe à l'époque parce qu'on pouvait pas faire de caméra qui bouge, pardon, on pouvait pas faire des caméras qui bougent. Ou alors sinon c'était quelque chose de super sec. Et là moi je voulais faire ultra réaliste pour Alone, j'entends. LBA c'était déjà pas du réalisme voulu, c'était un vrai look à lui, à part entière qu'on a voulu faire. Et c'est peut-être du coup qu'ils vieillissent peut-être mieux du coup visuellement. Mais pareil, en termes de gameplay, les touches, pourquoi il faut faire contrôle et en laissant appuyer contrôle pour changer les comportements, enfin, tous ces trucs-là, ça paraît aberrant. Parce que oui, maintenant, forcément, en sachant ce qui se fait maintenant, même tout en faisant le même jeu, parce que c'est ça qu'on pouvait faire à l'époque, c'est clair qu'il y aurait eu plein de choses au niveau de l'interface qui auraient été beaucoup plus dans l'humeur du temps. Mais à l'époque, en gros, il fallait voir un truc aussi important, c'est que les joueurs étaient en gros comme nous. On était des gros geeks, technophiles, et quand on a trouvé le truc bien, les joueurs qui étaient aussi des technophiles. Car quand tu avais un ordinateur chez toi au début des années 90, c'est que tu avais un problème quand même dans ta tête. Maintenant, tout le monde en a 3 ou 4 sur lui avec ses téléphones, les oreillettes, les machins. Il y a des microprocesseurs absolument partout. Et je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Du coup... Par rapport au gameplay vieillissant, en tout cas, ouais, enfin bon, ok. Moi j'ai testé la chance de tester la démo de 30 minutes sur toute une scène. Ah oui. Ouais. J'ai rassuré du car design, de oui. qui a été... C'est vrai que la démo est géniale. La démo est géniale, le car design fonctionne parfaitement. S'ils sortent ça, je l'achète. Ouais. Mais surtout, je pense qu'après, là où il y a des paris qui sont forts et qui se débrouillent bien, c'est d'avoir un peu tenu aussi ce côté, un jeu un peu comme font les Pixar et les trucs comme ça. C'est un truc un peu mignon, tu peux jouer avec ton gamin, mais ça parle de dictature, de trucs un peu graves, tout en restant tout mignon. Donc ça, voilà, ils ont réussi aussi à rester ça, parce que ça aurait pu devenir un truc moderne en disant bon mais maintenant il va falloir mettre des gros guns, et tu aurais vu Twinson arriver avec sa Gatling comme ça, tu sais, un bras, des super trucs comme ça. Non, j'exagère en disant ça, c'est pour plaisanter, mais ils ont essayé de garder vraiment après ce côté un peu naïf du truc, donc c'est un peu un pari, mais bon, les jeux se ressemblent aussi après, à part les scènes indés qui peuvent oser. Les gros titres, ils sont un peu enfermés dans une sorte de moule où il faut satisfaire une certaine audience, un certain nombre de gens en fonction du budget, etc. Donc leur marge de manœuvre est assez réduite, et LBA a la chance du coup d'être dans un style vraiment différent de la majorité des jeux, et d'avoir pu garder ça pour un jeu qui va sortir bientôt, je ne sais plus quand exactement. Et ça, c'est vraiment aussi un pari qui fait que je pense que les gens qui ont aimé le jeu à l'époque ou même un peu après vont vraiment retrouver ces plaisirs-là. Et ça, il fallait oser le faire comme ça, c'est vraiment bien. Ouais. On a une connaissance en commun qui nous a chargé de te saluer, c'est Nicolas Denéchaud. Ah, voilà. Ouais. On sait que vous allez vous retrouver en septembre, apparemment pour une grosse conférence. Ouais, Alone in the Dark apparemment. Bah, tu vois, on t'apprend quelque chose. Mais Nicolas nous a dit voilà, saluez-le et rendez-vous en conférence en septembre. C'est Nicolas qui nous l'a dit, himself, quand on lui a dit qu'on venait de voir aujourd'hui. Il nous a dit 2 choses, saluez-le. Je sais plus, de mes gens, mais comme j'en ai un peu à droite à gauche, je mélange. Alors, en tout cas, on tenait à te passer c'est celui qui a fait le livre. Oui, tout à fait. Magnifique livre, alors j'ai appris des choses dedans, hein, vraiment, là si vous aimez l'histoire un peu des jeux vidéo, c'est drôle, mais en fait on aurait presque pu,
j'aurais peut-être, tu sais, les notes pas du rédacteur, c'est pas moi, les notes de l'auteur dont on parle, je sais pas quoi, de ce qu'il raconte. J'ai découvert beaucoup de choses que je savais même pas comment ça s'était passé, tu sais, parce que c'est là, c'est voilà, moi je suis en train de faire mon jeu, m'embêtez pas, d'abord, vraiment. Bien sûr. Et du coup, il se passait un peu beaucoup de choses autour que j'ignorais complètement, et donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses dedans, c'est passionnant. Donc oui, écoute, je suis ravi de faire cette conférence. Désolé Nicolas, je ne me souviens pas laquelle c'est, il faut que je vérifie mon agenda. Est-ce que tu veux parler de ton anecdote maintenant? Une anecdote par rapport à... Oui. Tiens. Non. Allez, prends le micro. Merci. On parlait tout à l'heure effectivement, avoir un PC dans les années 90, il fallait être fou. Et c'est surtout qu'il fallait avoir une grosse carte bleue, parce que je me rappelle que j'ai eu la chance que mon père se soit intéressé à la technologie à l'époque, parce que j'avais un Pentium 166 Packard Bell, et quand j'ai découvert Little Big Adventure, il a dit non, alors ce jeu il est génial, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour vraiment jouer dans les meilleures conditions, d'où l'achat d'une Soul Blaster Pro et de Voodoo 2 3DFX. Ouais. Et là, 3DFX ça comptait pas, c'était tout soft encore, hein. Oui, Il n'y avait bien pas sûr. de hardware 3D du tout. Parce qu'il y avait aussi Pod, etc. Mais c'est vrai que la Soul Blaster, incroyable. Ah, Pod, ça c'est... Et merci encore, je passe ce petit message à mon papounet, hein, merci d'avoir fait cet achat. Je connais les gens qui ont fait ça, ouais. Parce que c'est vrai que le jeu est incroyable, l'OST est exceptionnel. En tout cas, moi, ça a été des plus grands souvenirs. Le meilleur Noël de ma vie, c'était ce Noël-là, où j'ai reçu les deux en même temps, parce que j'ai découvert LBA quand LBA 2 était déjà sorti. Et on les a fait tous les deux pendant cette époque-là. Et d'excellents souvenirs sur ce jeu, donc merci encore à toi. Mais merci à toi d'y avoir joué, surtout, en fait. Et c'est pour ça que j'attends vivement la suite. Oui, mais ça va en plus, entre le 1 et le 2, on sent l'évolution. Il y a 2 ans d'écart, et déjà en termes même d'interface, de gameplay, même si bon, forcément ça ne pouvait pas être complètement différent, mais déjà on sent. J'ai fait un nombre d'erreurs lamentables sur celui-là. Alors le fait de se cogner dans les murs, je suis désolé. Et je répétais toujours la même chose. J'ai eu quelques pétages tu de cours porte. pas dans ta maison. Tu cours dans ta maison. Non, alors m'emmerde pas, tu cours pas dans ta maison. Quelle idée débile. Je suis désolé d'avoir fait ça. Et un autre truc aussi au début, c'était de sortir de la prison. C'est avant de découvrir le jeu, de se balader, de trouver ça joli. C'est non, tu vas bien en baver. À l'époque, les jeux devraient être challenging. Exactement. Maintenant, ils doivent être entertaining d'abord et challenging si tu veux. Et là, non, c'était pas le cas. Et là, j'étais là, ouais, comme ça, le mec, quand il sort de la prison, il sait tout faire, il sait jouer. Super, il y en a qui sont jamais sortis de la prison. Bah oui, parce qu'en fait, on a tendance à vouloir agir. Et c'est pour ça que dans le 2, ça commence, tu te promènes, tu te découvres, et le problème arrive après, et tu as eu le temps un peu de juste te balader dedans. Et c'est ça qui est génial dans là, c'est que la première scène, on a tendance à agir comme un héros, donc effectivement, on reste dans la prison. Mais le fait d'agir un peu comme un anti-héros, c'est-à-dire tabasser le mec pour ensuite, il faut oser, mais au moins ça marche. Et on comprend qu'en fait, on n'est pas dans, comme tu disais tout à l'heure, dans un monde, comment dire, où tout est happy, tout est joyeux. Bah non, il y a quand même Fun Frock derrière. Donc non, ça, c'était génial. Franchement, c'est pour moi d'excellents souvenirs. Donc voilà, merci encore. Eh ben merci d'y avoir joué. Je récupère le micro pour la dernière question. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui souhaiter à Frédéric Reynal pour la suite? La suite par rapport à LBA? Non, de la suite des aventures de Frédéric Reynal, en règle générale. Alors, il y a plein de choses. Je retravaille parce qu'en fait, j'ai arrêté de bosser sur les jeux pendant un moment où j'ai fait des trucs industriels, parce que je suis aussi électronicien et je faisais des prototypes pour des industriels, des interfaces, de machines, des trucs comme ça. J'adore ça aussi. Et les gens qui ont fait des jeux vidéo, d'ailleurs, peuvent apporter beaucoup à l'industrie, aussi bien en termes de programmation, c'est-à-dire que non, tu n'as pas besoin d'un marteau-piqueur quand tu as besoin d'un marteau, et donc on fait un marteau qui marche bien, plutôt qu'un truc où tu vas t'embêter avec un monstre. Et pareil en termes d'interface aussi, beaucoup d'interfaces des machines sont faites par les ingénieurs sans vraiment penser à l'utilisateur qui est vraiment en bout de chaîne. Et là, en ayant travaillé pour les joueurs et pour les utilisateurs, forcément tu peux apporter des trucs là-dedans. Bon bref, mais là j'y reviens avec un ami qui s'appelle Jörg Tittel, voilà, un ami de longtemps et avec qui on a décidé de vouloir refaire dans notre jeu, donc voilà, je vais sûrement y revenir, donc me souhaiter que ça fonctionne. Mais il y a un autre truc aussi que j'aimerais bien arriver à faire, c'est être youtubeur. Non, mais je déconne qu'à moitié. C'est parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait du virtuel toute ma vie et j'avais envie de fabriquer des choses. Et j'ai fabriqué des petits gadgets avec de l'électronique, des petits jeux, plein de trucs différents que personne n'a jamais vu. Chaque fois que j'ai des amis qui voient, ils disent ouais mais ça faut que tu le montres et tout. Je dis mais pourquoi non, je le fais parce que ça me faisait plaisir de le faire. Mais là j'avance et tout ça et je me dis mais attends, j'ai plein de trucs que alors
c'est pas pour frimer ou quoi que ce soit, parce qu'il y a plein de trucs, c'est un peu Non, nul. l'envie de partager. Mais de dire que voilà, personne ne va jamais voir ces trucs-là et tout ça, alors qu'il y a plein de trucs rigolos et mes amis me poussent à le faire. Et du coup, ça fait 10 ans que je dis ça, que je dis va falloir que j'arrive à me faire une sorte. Alors quand je dis une chaîne YouTube, c'est un vrai travail de pro. Après, ce que vous faites de monter les trucs, c'est un travail de télé de plus en plus. Moi, je veux faire ça amateur, je me filme, regardez, j'ai fait un gadget, il fait spoing, c'est super rigolo. Mais c'est super, vraiment rigolo, et de dire, ben voilà, j'ai fait ça, et du coup, comme j'en ai plein, d'arriver à me lancer, donc ce que vous pouvez me souhaiter, c'est d'arriver à me lancer pour faire, je sais pas trop sous quel format, parce que quand je dis youtubeur, j'ai pas ni le temps ni l'envie d'être au niveau de on va dire, professionnalisme que vous pouvez avoir maintenant. Mais voilà, donc peut-être c'est ça, parce que de toute façon, de pouvoir continuer à créer, ouais si, vous pouvez me souhaiter ça aussi, c'est d'avoir la santé et tout, pour pouvoir continuer, parce que j'ai l'impression que je suis pas encore rassasié du tout de créativité et de trucs à inventer, et là j'ai encore 2-3 projets en tête, mais là il faut que j'arrête, parce que j'ai des journées, elles ont que 24 heures, mais donc voilà, de continuer d'être prolifique, ça serait vraiment bien, ouais. Mais c'est vrai d'ailleurs, pardon, dans l'idée de cette chaîne, chaîne YouTube, je trouve que c'est d'un prétentieux, mais c'est aussi voilà, d'avoir, parce qu'il se passe un truc souvent aussi quand tu es créatif et que tu fais des trucs tout seul. Quand tu fais un jeu et que tu as des gens avec toi, etc., il y a une sorte d'auto-alimentation qui fait que même dans les moments durs, une émulation, qui fait que tu t'accroches. Quand tu fais un truc tout seul et que tu as passé les challenges que tu voulais faire, c'est-à-dire ouais, ben ça marche, ça fait ça, waouh, super, j'avais raison, je pouvais faire comme ça, je suis super content, ben, j'ai envie de passer à autre chose. Et du coup, peut-être qu'en les montrant, il y a différents petits trucs que j'ai fait, des gens qui vont dire ah oui, mais non, mais attends, ça c'est vraiment un truc super et tout. Et en fait, de recevoir un peu aussi cette motivation directement du public, mais comme font les développeurs indés et tout ça, quand ils vont montrer leur bout de jeu, moi c'est pareil, ils vont faire un bout de truc, je fais un truc pour pouvoir couper des fils et les dénuder tout seul, par exemple, c'est pas un jeu, machin, c'est un petit truc, je craque et tout, et puis ça te fait tout un truc qui est super chiant à faire avec les pinces, etc. C'est des trucs bêtes comme ça, il dit mais voilà, rien que ça, je peux faire des petites vidéos avec. Je suis ravi de partager ça avec toi. Donc, je pense que beaucoup seraient. Oui, t'as raison, beaucoup seraient ravis de partager ça avec toi. Voilà, vous les premiers. Merci pour la motivation, parce qu'en fait, voilà, donc si je le fais, c'est vraiment pour chercher, merci, pour chercher ce genre de motivation et tout, voilà. C'est. Moi, j'ai jamais l'impression de faire quelque chose de vraiment extraordinaire, donc Mais je pense que oui, mais. Enfin, les gens doivent te le dire. Mais moi, je comprends. Voilà, moi, ça, c'est des jeux. Ça, oui. Ça, si tu veux. Mais parce que, ça touche à une époque où, si tu veux, on était avec nos parents et c'était pour nous une époque. La découverte. Ouais, déjà. C'est ça que je voulais dire. Et puis c'était un moment qu'on partageait avec nos parents. Nous, on a eu la chance, Gif et moi, d'avoir des papas qui n'étaient pas forcément jeux vidéo, mais qui pensaient que c'était une bonne chose qu'on s'y ouvre. Oui, et tu vois, moi j'ai commencé avec un Amstrad 623 000. 6128. Plus même. Ah, d'accord. J'ai commencé avec Barbarians, j'ai commencé avec Ikari Warrior. Moi j'adore les Amstrad, j'ai eu le 464, le 664 qui est mon préféré. Ouais, Monkey Island, effectivement. Ah, Monkey Island. Mais voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de jeux qu'on a adoré, des jeux actuels, mais je pense qu'en termes de sensations et d'émotions, aucun jeu pour l'instant ne vient talonner ces jeux qui nous ont... parce qu'ils sont venus nous chercher, c'était la découverte. On ouvre avec ces jeux-là, les plus jeunes d'entre nous ne se rendent pas compte à quel point nous, on a ouvert des portes avec ces jeux-là et on a découvert... Pour eux, c'est normal, ils sont nés avec nous, on a découvert un univers avec ces jeux-là. Un univers qui n'existait pas. Mais je pense en plus qu'il y a un truc qui serait, il faudra que je demande à quelques gens qui sont historiens du jeu vidéo, quand le terme me fait halluciner, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Dans la même phrase. Fois, tu vois. Et en gros, voilà, d'avoir une sorte de timeline, parce que quand tu vas montrer un jeu à un jeune de maintenant, avec des machines monstrueuses et tout ça, quand il voit un truc comme ça, c'est difficile à chaque fois de les remettre dans l'ordre. Et en gros, il faudrait une sorte de timeline. Il suffit d'un screenshot un peu à chaque fois pour, tu vois, l'évolution, alors graphique, après l'évolution de gameplay, ça se fait, un jeu ça se touche. Un jeu il vit que quand tu le manipules, donc les screenshots c'est extrêmement réducteur, mais quand même, c'est-à-dire comme ça te permettrait de voir quand tu vois ce jeu-là, parce que maintenant si tu le regardes, tu fais c'est quoi ce truc-là, mais si tu regardes, tu fais ah oui mais avant c'était ça, et là tu fais ah ouais d'accord, et de le comprendre. Le dernier Monkey Island, justement, qui est sorti il y a presque 2 ans maintenant, il y a un album au début
qui racontait un peu l'histoire des premiers, et on voit les images des premiers, du deuxième. Oui, et puis dans les Monkey Island, aujourd'hui, sur console, tu as la possibilité d'activer les graphismes Oui, de de l'époque. l'époque. Ça, Ouais, ouais, aussi, ouais. c'est génial. Ah ouais, non, Non, ça, et puis, ouais. et puis on parle aussi là aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure très justement, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Ce qu'on peut, ce qui est malheureux aujourd'hui, ce qu'on peut. Voilà, tu vois, je sais pas, l'odeur du neuf, je sais pas, voilà, Ouais, quand tu bah ouvrais ouais, une boîte, ouais, la sensation ouais, que t'as- ouais. Ouais, Non, en mais- même temps, ça fait beaucoup de gaspillage de beaucoup de ressources, alors que c'est vrai que Oui, le mais sauf download, que- au non, moins, mais a de sauf- l'intérêt. oui, je suis d'accord Mais avec c'est toi, vrai- sauf qu'aujourd'hui, non, mais après, tu vends ça des se- goodies, sauf quoi, que ça après, se du coup. transmet. Oui. Tu vois. Oui, alors ça, par contre, ça, c'est une très bonne remarque. Ça- Surtout après les jeux mais online qui n'ont plus de serveur, ça se et transmet, ça, c'est ça. dramatique. Et ça, oui, surtout oui. que, au-delà de transmettre une boîte à ton petit frère, ou à l'occurrence à nos enfants, tu transmets un souvenir, tu transmets un. Tu Oui, vois, parce que moi, je sais que mon fils est trop jeune, il a 2 ans, mais dans quelques années, quand il va me dire papa, c'est quoi le premier jeu à quoi tu jouais? Je vais ressortir un LBA, je vais ressortir un Alone in the Dark, je vais ressortir. Et tu vois, et je ferai. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors par contre, c'est vrai, tu as raison, un truc que je n'avais pas réalisé. Mais c'est vrai, quand tu dis, après, on peut le toucher. Moi, je pensais plus à le jeu lui-même en y jouant. Mais c'est vrai qu'effectivement, même quand il n'y aura plus les machines pour pouvoir faire tourner, mais ça, c'est pas vrai, ça n'existera pas. On émule toutes les machines maintenant, donc on pourra toujours y jouer. Mais c'est vrai que du coup, ça reste. Voilà, c'est vrai Oui, qu'il et reste puis- ça, même si tu ne peux pas y jouer. Ça, et il puis- reste quand même quelque chose. En tout cas, il reste quelque chose à celui qui y a joué pour y attacher ses souvenirs. Parce que c'est souvent l'intérêt ça. d'un bibelot et d'un jouet. Il n'a aucune importance en tant que matière, en tant qu'objet lui-même. Par contre, il y a tout ce que toi, tu as collé dessus, qui fait que d'un seul coup, la boîte C'est ça. elle devient lourde. Ça, et puis le fait que quand des fois tu as des amis qui viennent à la maison, qui ont joué aux jeux vidéo mais qui ne jouent plus maintenant, et qui parcourent ta bibliothèque, ils font oh mon Dieu, tu l'as encore. Ah, je me rappelle, joué j'y sur le jouais. genou de mes parents, c'est c'est à chaque Mais fois, tu vois, t'en mais perds. ça fait, oui, mais ça fait partie, je suis désolé, du patrimoine. C'est un certain patrimoine et qu'il faut pas. Là, c'est dans un musée. Mais limite, tu vois. Et en plus, toi, ils sont dédicacés. Merci beaucoup, Frédéric. Ah, mais, merci à vous. Hein. C'est Merci. super sympa. Merci à tout le monde. Merci.